Vous voulez connaître le secret de la réussite des grands entrepreneurs? Vous voulez devenir le prochain Steve Jobs, Bill Gates ou même Elon Musk? Alors, oubliez les biographies inspirantes, les bouquins de développement personnel et les formations en ligne, car ils vous cachent tous les véritables méthodes derrière ces success stories stratosphériques. Et oui, vous croyez vraiment qu'ils allaient vous révéler, à vous, les secrets de leur tour de magie? Leur bon petit coin à champignons? Leurs recettes si jalousement gardées? Heureusement, nous, on va vous divulguer ce qu'ils n'oseront jamais vous dire. Alors prenez des notes, parce qu'aujourd'hui, on va vous enseigner les arcanes qui vont vous permettre de monter, non pas une énième start-up rachetée par PayPal, ni même la prochaine petite licorne de la French Tech, non, un véritable empire commercial planétaire. Et tout ça gratuitement. Bienvenue dans Corporate. Alors, comment font-ils? Comment un entrepreneur de génie comme le Major Cruster est-il parvenu, à partir d'une modeste cabane de Doveland dans le Wisconsin, à bâtir le plus grand conglomérat mondial du gâteau apéro? Eh bien, si on en croit son inspirante autobiographie, Ma part du gâteau, qui retrace cette success story industrielle suite à la défaite des Arapaho lors des guerres indiennes, le Major, dans sa grande mansuétude, alla à la rencontre des quelques survivants, qui lui firent découvrir leur culture, à commencer par de petits gâteaux traditionnels aux vertus divinatoires. Ils lui procurèrent une révélation. Il allait changer à tout jamais le monde du biscuit apéro. Il comprit ce jour-là une vérité fondamentale qui deviendra la base de sa philosophie entrepreneuriale. Nous sommes tous les ingrédients d'un immense gâteau. Et c'est pourquoi, de retour chez lui, il industrialisa cette délicieuse recette, en y ajoutant des œufs, du beurre et des tonnes de sel, ainsi que toutes sortes d'adjuvants plus ou moins chimiques pour en faire les légendaires biscuits Crusters, partenaires de vos apéros. Les livres consacrés aux success stories des entrepreneurs légendaires regorgent de ce genre d'anecdotes censées expliquer leur réussite par des vertus personnelles. Un esprit innovant et aventurier, prêt à prendre les risques qu'il faudra, une attitude rebelle permettant d'aller à contre-courant en faisant face au pouvoir sclérosé, un génie visionnaire capable d'enrôler ceux qui l'entourent dans d'ambitieux projets. Ça, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'entrepreneur. C'est quoi ton secret? Le truc, c'est que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que pour savoir réussir, il faut savoir échouer. Ma première boîte, je l'ai foirée. Ma deuxième boîte, je l'ai plantée, elle aussi. La troisième, ça a été un vrai fiasco, mais c'est ce qui m'a donné un mental d'acier pour aller créer la quatrième boîte, qui s'est effondrée. Tout ça là, c'est du bullshit. Allez, je te vois venir, tu vas faire le jaloux, hein? Comme tous les gauchistes qui croient pas au mérite et dire que tout ça c'est de la chance? Alors, oui, mais pas seulement. Loin de là. Bâtir un empire commercial planétaire ne se fait pas sur des concours de circonstances. Cela repose effectivement sur des choix radicaux, une attitude déterminée vis-à-vis des pouvoirs en place et une vision globale. Mais pas celle qu'on vous rabâche à longueur de biographie ou de formation en ligne. Le secret de toutes ces entreprises ne se trouve pas dans les circonvolutions d'un esprit visionnaire, mais au cœur du mode de production lui-même. Et c'est ça que nos génies de l'entrepreneuriat ont non seulement compris, mais activement mis en place à la fin du siècle. Du 19e aux origines de la révolution industrielle? Non, on a vu tout ça. Cette fois, pas de trucs poussiéreux, on passe à la vitesse supérieure. Parce que c'est bien joli de monter ta petite entreprise qui connaît pas la crise, de devenir un des plus gros capitaines d'industrie du pays, ou même un magnat richissime à la tête d'un poids lourd de je ne sais quel secteur florissant. Mais ça, c'est le monde d'avant, la préhistoire du profit. Si vous voulez vraiment suivre l'exemple de ceux qui sont parvenus à bâtir ces méga corporations transnationales qui dominent aujourd'hui le monde, il va falloir faire preuve d'un peu plus d'ambition, bande de losers. Le capitalisme, les gars, c'est comme le progrès. Il ne s'arrête pas. Jamais. Il ne peut tout simplement pas. Il lui en faut toujours plus, et c'est ça qui doit devenir votre mindset. On y croit, on a du punch, on est des winners. On va tous les niquer, ces enfoirés. Pour des gens qui se sont faits tout seuls, nos entrepreneurs emploient quand même beaucoup de gens, dont ils tirent leur profit. Savoir s'entourer est donc primordial. Alors, quelle qualité une boîte doit-elle attendre de ses collaborateurs pour atteindre les sommets? Un esprit d'initiative, savoir être moteur au sein d'une équipe. Et surtout,
ne pas compter ses heures. Oui, si tu veux, surtout qu'il soit exploitable au maximum. Alors aujourd'hui, vous allez me jeter là toutes ces conneries bullshit, vous allez vous débarrasser de toutes vos pudeurs de gazelle là et me garder vos discours New Age de cons pour amuser la galerie dans vos TED Talks quand vous serez coté en bourse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ça. Aujourd'hui, on va suivre le vrai manuel de management décomplexé. Licencier 1 million. Mais 500 000, ce serait suffisant pour... Celui qui vous livre le seul secret qui compte. Trouver la main-d'œuvre la plus exploitable, c'est-à-dire la plus vulnérable et la plus disciplinée. En vous, il y a deux loups, et aucun n'est un putain de vegan. Vous êtes un alpha, un prédateur, et votre proie, c'est eux. Dans cette série de vidéos, on a déjà abordé pas mal de méthodes, de politiques, de stratégies développées par les entreprises afin de capter un maximum de valeur. Mais dans les années 90, on a mis au point l'arme ultime, la mondialisation. Et on dit bien mise au point, parce qu'un bon entrepreneur ne se contente pas de savoir saisir les opportunités, il les crée lui-même. La mondialisation, tout le monde en parle. Tout le monde pense voir à peu près ce que c'est, certains l'annonçaient heureuse, d'autres s'y sont opposés, ou ont voulu en proposer des alternatives, mais au fond, c'est quoi ? Des échanges humains, culturels ou de biens à un niveau mondial ? À ce compte-là, ça date pas d'hier, bien que ça se soit intensifié et accéléré avec le temps. Non, ce qu'on désigne comme la mondialisation à partir des années 90, le changement fondamental qu'elle apporte, c'est pour la première fois une réorganisation de la chaîne de production elle-même et de la division du travail à un niveau planétaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au-delà du développement technique ? Eh bien, le système capitaliste avait un gros problème. Son expansion s'enrayait un peu. Souvenez-vous des épisodes précédents. La croissance reposait alors sur un modèle fordiste où la productivité se développait dans les pays occidentaux ainsi que le pouvoir d'achat. Depuis le milieu du XXe siècle, il avait été obligé d'accepter des compromis avec une classe de travailleurs rendue moins vulnérable par des syndicats puissants, l'existence de contre-modèles dans le monde, un état social solide et un taux de chômage assez faible pour la protéger du chantage salarial. Mais à partir des années 70, ce modèle commence à tirer la gueule. Heureusement, vous le savez, tout bon entrepreneur sait faire de chaque obstacle une opportunité. Chaque fois que le taux de profit tombe, il l'aide à se relever. Mais comment retrouver ces perles rares que sont des travailleurs vulnérables et exploitables ? Eh bien, grâce à la mondialisation, elles ne sont plus rares du tout, les perles. D'autant que la Chine, l'Inde et les pays du bloc soviétique fraîchement écroulés se joignent enfin à la grande table du capitalisme. Et plus en tant que buffet à volonté que convive. Voilà qu'on a accès à de nouvelles réserves mondiales de travailleurs. On parle de milliards de gens prolétarisés, un doublement de la main-d'œuvre passant sous notre mode de production favori. Une main-d'œuvre à bas coût qui n'a ni les salaires, ni les droits, ni les états sociaux des pays du Nord économique. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Donc non seulement on peut les exploiter eux, mais on peut aussi s'en servir pour faire du chantage aux autres, en les mettant en concurrence. Et puis alors, au bazooka. En 2010, 79% des travailleurs industriels vivaient dans le sud global, contre 53% en 1980 et 34% en 1950. Mais pour profiter à fond de ces magnifiques opportunités, il a fallu faire sauter les contraintes protectionnistes et vive le libre marché mondial. Imaginez un monde idéal où 3 milliards de gentils travailleraient gratuitement dans les usines World Company. Un monde parfait où 2 milliards de gentils transporterait bénévolement les caisses World Company. Fini la nécessité d'implanter les usines dans son propre pays et d'y subir le droit du travail et les législations reloues. Non, Liliane, fais tes valises, le capital devient citoyen du monde. Flexible, mouvant, éthéré, transnational, en 2 mots, restez liquide. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Nous avons l'embarras du choix. Parmi toutes ces opportunités, nous allons vous révéler le meilleur coin où implanter vos entreprises. Celui que nous avons déniché chez Cruster pour devenir la méga corporation internationale que nous sommes, après avoir dûment répertorié, étudié et recensé en détail les facteurs les plus propices au développement de notre activité. Alors, chaque industrie a bien sûr ses propres besoins, mais nous allons vous donner les bases, que vous fassiez des puces électroniques, de la fast fashion ou des gâteaux apéro. Alors, cette étape peut s'avérer longue et fastidieuse, c'est pourquoi, si vous avez la flemme, vous pouvez vous appuyer sur les multiples indices de compétitivité directement fournis par divers think tanks et institutions financières qui nous ont déjà prémâché le travail. Ou alors carrément le confier à un cabinet de conseil qui vous fournira, clé en main, une liste complète des pays les plus attractifs pour votre entreprise. C'est ainsi que chez Cruster, nous avons choisi le pôle Nord.
Oui, le pôle Nord. Alors je sais, vous vous dites, y a rien, il fait hyper froid, c'est une idée de merde. C'est nul ici. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas disruptif. Réfléchissez bien. De quoi est-ce qu'on a besoin? Déjà, un grand nombre de travailleurs potentiels. Sur ces milliers de kilomètres de neige éternelle, parsemés de sapins verdoyants, réside une grande population de lutins vivant durement de leur culture de champignons et de la cueillette de glands dans les steppes. Le pôle Nord nous ouvre un réservoir de main-d'œuvre massif qu'on va mettre en concurrence sur le marché mondial du travail. Mais aussi entre eux, puisque l'on peut y pratiquer un tri drastique au recrutement afin de ne prendre que les travailleurs qui nous arrangent. On peut mettre rapidement de côté ceux dont la taille n'est pas adaptée aux machines, les gauchers ou encore les vieux et les handicapés. Surtout si aucune mesure ne nous y oblige, comme les aides à l'embauche ou les quotas. Au-delà de l'embauche, on peut aussi se débarrasser de ceux qui tombent malades, faiblissent ou encore ont le mauvais goût de vieillir. Souvenez-vous, dans la division horizontale du travail qu'on a traitée dans cette vidéo, un ouvrier accomplissant une tâche simple, spécifique et répétitive est d'autant plus facile à remplacer. Dans une économie à fort excédent de main-d'œuvre, la roue qui grince n'est pas graissée, mais remplacée. Les lutins que nous allons retenir sont donc les individus entre 15 et 25 ans, car ils disposent d'un formidable outil de travail, prêt à se mettre à la disposition de notre enrichissement. Leur corps. Résistant, dynamique et surtout pas encore abîmé par le monde du travail. Mieux que ça, ces jeunes lutins sont surtout inexpérimentés et malléables, ce qui nous permettra de les façonner à nos méthodes de travail et à nos cadences, puisqu'ils n'ont aucun autre point de comparaison. On pourra même générer artificiellement et arbitrairement en leur sein des distinctions qui nous permettront de stratifier les travailleurs, les ségréguer si tu préfères, n'ayons pas peur des mots, créant ainsi des sous-catégories de travailleurs encore plus précaires et jetables selon nos besoins, dépendant des revenus que nous voudrons bien leur donner. Par exemple, on peut diviser les populations en leur distribuant des certificats en fonction de leur lieu de vie, lutin des villes et lutin des forêts. Si les premiers ont le droit de travailler dans nos usines et vivre en métropole à l'année, les seconds, eux, auront besoin d'une dérogation spéciale, devenant ainsi des semi-prolétaires. Pratiquant, comme vous le savez, l'agroforesterie la grande majorité du temps. Les lutins forestiers sont soumis à des aléas climatiques, des travaux agricoles fastidieux et peu rémunérateurs. Nos salaires de misère peuvent donc leur paraître comme un Eldorado en période de crise ou simplement s'ils ont besoin de plus de revenus pour assurer les besoins de leur famille. On évite de s'encombrer de bras inutiles, de devoir les mettre au chômage technique ou plus généralement de les payer lorsque l'activité diminue. Et comme il n'y a pas d'état social, pas de cotisation, pas de système de chômage, de retraite, de santé, de maternité, donc une fois les lutins congédiés, trop vieux, handicapés ou cassés par le travail, ils retourneront dans leur famille où ils seront pris en charge par leur mère, leur sœur ou leur femme, économisant ainsi aux entreprises cluster leur prise en charge. Tout comme on laissera à ces mêmes lutines la charge des naissances qui viendront renouveler perpétuellement notre main-d'œuvre. D'ailleurs, dans cette société encore très patriarcale, les lutines peuvent elles aussi représenter une sous-catégorie de travailleurs habitués à l'autorité et à des rémunérations beaucoup plus basses. Cette organisation, on la retrouve dans de nombreux autres pays, comme avec les Minggong en Chine, littéralement des paysans ouvriers. Immeubles, routes, ponts, ce sont eux qui construisent la Chine moderne, eux aussi qui assument les travaux ingrats, nettoyage des rues et ramassage des déchets. Les Chinois les appellent les Minggong, les paysans ouvriers. Et au pôle Nord, c'est la base. Vous croyez que ça fonctionne comment là-bas? Avec une énorme demande de main-d'œuvre au moment des fêtes et une activité réduite le reste de l'année? Parce que le pays a un autre énorme avantage, un régime autoritaire apte à nous aider à discipliner la main-d'œuvre en la personne du Père Noël, avec sa plus célèbre qualité, sa légendaire capacité de mise au travail des masses. Mais attends, mais je croyais qu'on détestait l'État? Mais non, mais ce qu'on n'aime pas, c'est les taxes, les régulations, financer des services publics, tout ce qui rogne sur nos marges de profit. Par contre, un des secrets essentiels de la réussite, ce sont au contraire des États prêts à épauler notre capitalisme débridé. Et heureusement, de nos jours sur la planète, c'est pas ce qui manque, mais alors le Père Noël, c'est le top. Bah pourtant on dirait un bon petit patriarche qui veille sur ses lutins. Mais c'est de la propagande ça, enfin, pardon, du marketing. Et c'est ça le secret. Par exemple, est-ce que tu aurais envie de t'implanter dans un pays dont la Constitution établirait, je cite, la responsabilité fondamentale de l'État d'émanciper les masses laborieuses, les paysans et les travailleurs, ainsi que les couches arriérées de la population de toutes les formes d'exploitation? Oh non, quelle horreur. Eh ben tu aurais tort, car c'est la Constitution du Bangladesh.
Le Père Noël, sous couvert de sa bonhomie joviale qui paraît assurer les droits des lutins, je vous rassure, sachez qu'il n'en est rien. Il constitue en réalité un parfait partenaire d'affaires qui, pour quelques cookies et un verre de lait, acceptera d'assouplir le code du travail pour renforcer la compétitivité des entreprises voulant s'installer au pôle Nord. De la même manière, il sera en capacité de façonner des travailleurs en prenant à sa charge leur éducation. Non mais t'inquiète, éducation ne rime pas nécessairement avec émancipation. Rappelle-toi que, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, l'école a pour rôle d'éduquer la jeunesse selon le bon vouloir de la classe sociale qui détient le pouvoir politique et économique. Le Père Noël aura ainsi à cœur d'inculquer à nos populations de lutins les bases du système hiérarchique où le savoir et l'autorité appartiennent à une figure supérieure avec laquelle on n'a pas à discuter. Un patron, par exemple. Cette éducation permettra également d'obtenir des lutins lettrés. Non, mais pas pour lire du Marx ou du Zola, rassure-toi, mais pour les former à des notices d'assemblage de jouets. Et ainsi, ils seront aussi capables de lire une recette de gâteau apéro, une fiche d'assemblage de turbotron ou toute autre activité nécessaire à la production dans nos usines. Nous pouvons ainsi nous entourer de collaborateurs parfaitement adaptés à nos attentes. Des travailleurs qui vivent dans la crainte du chômage, de la pauvreté, et se savent facilement remplaçables. Parce que la base de notre édifice managérial, c'est pas la synergie des forces vives dans un environnement apte à développer des relations de confiance et le potentiel de chacun. Non! La base de notre édifice managérial, c'est la peur. Cette simple vérité a fait l'objet de théorisations dans la littérature scientifique, où l'on parle d'un régime de contrôle par le marché du travail adossé à la loi suivante. Toute dynamique du marché du travail qui accroît le sentiment de vulnérabilité des travailleurs augmentera également le contrôle de la main-d'œuvre. Voilà les deux faces d'une même pièce. Passer aux yeux d'une population vulnérable pour des sauveurs ayant la bonté d'âme de les faire travailler dans nos entreprises et leur apporter le Graal, un emploi avec le salaire qui y est rattaché. Et s'ils sont pas contents, il nous reste le père fouettard, nécessaire à tout bon régime autoritaire, à savoir la répression. Il dispose déjà d'une certaine expérience pour mater les résistances, éviter l'apparition de syndicats, voire même exercer son pouvoir répressif pour défendre nos intérêts. Pourquoi se faire chier à mener de coûteuses politiques d'union busting quand on peut déléguer cette tâche à des institutions qui permettent de directement tabasser, faire disparaître ou buter les syndicalistes ? Si le pôle Nord est un tel bon plan, c'est aussi parce que, comme vous le savez, le Père Noël y a depuis longtemps installé ses énormes usines à jouets. Les installations qui vont avec, son réseau de transport et de communication avec un solide réseau de traîneaux tirés par des rennes, des hôtes sans fond pour le stockage, bref, des infrastructures. Qui, jusque-là, servaient une fois l'an à inonder la planète de jouets et qui pourront continuer à être développés pour exporter de délicieux clusters, mais aussi des Turbotron 2000 sortis de nos méga usines spécialisées dans l'électronique ou des tonnes de fringues bon marché. Car pour attirer nos capitaux, dans ce monde de concurrence sans pitié, les États se battront pour nous en faire profiter, à des tarifs préférentiels, voire avec des aides. Comprenez qu'ils vont littéralement nous payer pour nous faire venir chez eux. Et encore, même pas besoin d'y aller nous-mêmes, car un bon entrepreneur doit savoir déléguer, y compris la production elle-même en tant qu'affaire, confiée à des sous-traitants sur place, eux aussi jetables et en concurrence, plutôt qu'en se faisant chier à s'y implanter nous-mêmes, comme avec les méga-usines Foxconn qui produisent pour les méga-corporations de l'électronique du monde entier. Notre multinationale peut ainsi atteindre la forme finale, devenir un fabricant sans usine. Et pour finir, l'étoile sur le sapin. Maintenant qu'on a fait bosser pour nous tout le réseau de transport des rennes du pays, qu'on a fait en sorte de maintenir au plus bas coût possible, qui sont donc exploités à mort dans une compétition impitoyable et maintenus dans une violence sociale et étatique insupportable, maintenant qu'on a mis le monde entier en concurrence, beaucoup d'entre eux sont prêts à risquer littéralement leur vie et à traverser des épreuves insoutenables pour s'envoler vers des horizons un peu meilleurs que leurs conditions actuelles. Ils vont donc venir mettre leur capacité de transport au service d'entreprises partout ailleurs dans le monde, qui appartiennent à qui ? À nous aussi. Ah mince, mais on va pas les laisser prendre le travail de nos bons ouvriers. Ah non, là ils seront soumis à des lois anti-immigration et des politiques répressives, approuvées par nos opinions publiques, qui ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de tous ces rennes. Même Rudolf ? Non, Rudolf ça va, il bosse dur, c'est un modèle d'intégration. Ils seront donc constamment soumis à une énorme pression, au chantage au papier, au contrôle policier, aux marchands de sommeil et au travail plus ou moins clandestin, à la peur constante de l'expulsion. Ah mais je vois. Et oui, une main-d'œuvre vulnérable, sans aucun droit, exploitable à merci, mise en concurrence, jusqu'à chez nous.
Là encore, même pas besoin de les exploiter directement, mais via des sous-traitants pendant qu'on regarde ailleurs. Ou mieux, en indépendant, pour notre appli de livraison de pâtisserie à domicile, pour vivre le rêve entrepreneurial en prenant tous les risques sur eux. De véritables self-made reines. On peut même exploiter le monde jusqu'à notre porte, comme au Mexique où on a le système des maquiladoras qui a été mis en place au cours du XXe siècle, des usines frontalières où les États-Unis peuvent profiter d'une main-d'œuvre 6 fois moins chère que chez eux. Et avant ça, le programme Bracero qui permet aux chefs d'entreprise états-uniens de transférer une main-d'œuvre mexicaine pour les mettre en concurrence avec les ouvriers des États-Unis et mater les syndicats. Ce double régime d'exploitation, cette double réserve de main-d'œuvre vulnérable à bas coût, est le produit d'accords de libre-échange qui, tout en garantissant la libre circulation des marchandises et du capital dans l'espace nord-américain, contraint et réprime celle des travailleurs. Voilà, vous connaissez désormais le véritable secret de la réussite de l'empire Cruster, mais aussi de toutes ces multinationales qui dominent désormais le monde. Il ne s'agit bien évidemment pas de la success story d'un homme seul qui a monté toute une industrie à la force de ses bras. Tout ce que j'ai construit dans ma vie, je le dois uniquement à la force de mes bras. Mais bien de la mise en place consciente d'un système mondialisé où États et chefs d'entreprise ont œuvré main dans la main pour mettre les travailleurs du globe en concurrence. Et tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes en main. L'écart de richesse entre le Nord et le Sud s'explique en grande partie par l'histoire coloniale et celle-ci se poursuit aujourd'hui via l'exploitation que la mondialisation a permise. Si on a des cadeaux sous le sapin, c'est parce que le Père Noël exploite des lutins. Et si vous en avez rien à faire de profiter de ce système dégueulasse, cela fait de vous non seulement une belle ordure, mais aussi le dindon de la farce. Parce que vous n'êtes pas le grand gagnant de la mondialisation que vous pensez être. La désindustrialisation des pays du Nord économique a eu des conséquences sur leur population aussi, à commencer par les délocalisations, dont ont traité nos collègues dans cet épisode de La Débauche. C'est cette mise en concurrence qui justifie de casser vos droits, de vous faire travailler toujours plus, dans des conditions toujours plus précaires, et faire sauter vos jours fériés. Car pour rester compétitif, il va falloir devenir à notre tour des lutins du Père Noël. Comme Dassault le fantasmé. Mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers. Comme Tesla, qui impose sa propre loi pour s'implanter en Allemagne. Il serait donc peut-être temps d'arrêter de croire au Père Noël et que la libéralisation des flux de marchandises et de capitaux pourrait améliorer notre bien-être à tous. Au lieu d'accepter ce nivellement par le bas, il va falloir briser ce cercle vicieux. Repenser des échanges internationaux sur des modes égalitaires permettant partout de réduire les inégalités. De développer les droits humains, les systèmes sociaux, de santé, d'éducation. De réorganiser la production sous le contrôle des travailleurs du monde entier et au bénéfice de tous. Et non pas d'une poignée de multinationales qui captent à elles seules la grande majorité du pouvoir et des richesses. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode et désolé d'avoir un peu cassé la magie de Noël. Il est largement basé sur ce manuel de management décomplexé, l'art capitaliste de discipliner le travail, du chercheur Anthony Galuzzo, qui est aussi notre co-auteur sur ce programme. Et si vous souhaitez nous offrir un beau cadeau, sachez que vous pouvez soutenir Blast ou devenir sociétaire en suivant le lien dans la description. Parmi toutes ces toutes! Vous vous rendez compte? Bah alors plutôt le capitalisme. Oh putain, le capitalisme. Non mais détends-toi quand je dis lettré. Trop détendu. Je me suis dit, mais ça...